Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microelectronics. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. C'est intéressant parce que vos comptes trimestriels ont été largement plébiscités et salués par les investisseurs. Il y a quasiment, on regarde les courbes, en ligne droite, un plus 20% sur une semaine. Je me suis posé la question en préparant l'entretien. Qu'est-ce qui a, selon vous, le plus plu au marché suite aux annonces que vous avez faites? C'est quoi? C'est le fait d'avoir réduit de 30%, mais pas supprimé le dividende en se disant clause de revoyure en septembre, éventuellement, on reviendra au niveau initial? Ou le fait d'avoir, je sais pas, je lance en vrac des idées, le fait d'avoir conservé des prévisions de chiffre d'affaires sur l'année, évidemment, on revient un petit peu à la baisse, mais d'avoir les avoir conservées alors que d'autres groupes, eux, les ont passés par pertes et profits, ces prévisions. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui a le plus plu au marché, aux investisseurs? Je pense qu'il y a trois éléments. Bon, le premier élément, c'est de ne pas avoir fait de préalerte sur nos résultats de T1, donc qui démontre encore une fois la résilience de la société ayant eu à faire face à quand même une pandémie donc, qui a commencé donc, en Chine avec des arrêts d'usines, une logistique qui a extrêmement été compliquée. Donc je dirais premièrement c'est la résilience. Ensuite, deuxièmement, c'est la continuité dans notre communication, puisque bon, depuis que j'ai pris je dirais les rênes de la compagnie avec l'équipe, on s'astreint donc à partir du mois d'avril, bien sûr, à commenter nos résultats de T1, donner effectivement l'indication sur T2, et ensuite on partage ce qu'on appelle notre plan de vente et opérationnel sur le reste de l'année. Et encore une fois, notre conviction, c'est quelles que soient les situations, de toute façon, pour piloter une société, il faut avoir un plan opérationnel. Et il vaut mieux avoir un plan opérationnel autour duquel vous réagissez vite que d'être dans le brouillard. Et je crois que les marchés ont apprécié le fait qu'on partage avec eux cette vision annuelle. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc pas de préalerte et partage de notre vision annuelle. Bon, ensuite, on a pris des décisions complémentaires au plan opérationnel qui, je pense, leur ont plu. D'abord, c'était des décisions de solidarité, c'est-à-dire que bon, le management a décidé de couper les 400 premiers managers vont couper leur salaire pour pouvoir, je dirais, contribuer aux mesures de donation qu'on a pu faire en T1 et en T2, comme le don de masques, de vêtements de protection, mais aussi de payer des bonus spéciaux aux ouvriers qui sont venus travailler dans nos usines. Donc il y a l'aspect solidarité qui a bien plu au marché, l'aspect flexibilité puisque on a gelé donc le plan d'achat d'actions pour 6 mois de telle façon soit à nous donner une flexibilité offensive pour des acquisitions par exemple, soit à nous donner une flexibilité défensive au cas où les scénarios de marché qu'on a retenus seraient malheureusement impactés par une résurgence du virus ou ce qu'on appelle un double dip économique qui est non vu aujourd'hui. Donc je dirais à la fin, c'est résilience, consistance, solidarité, flexibilité. Bon, je pense que les dividendes, honnêtement, bon, on a pris cette décision, on a revisité une décision avec le conseil de surveillance qu'on avait déjà pris fin mars. Bon, compte tenu, je dirais, de la situation globale mondiale, de la tourmente dans laquelle le monde est, et je pense que tout le monde se sentait plus tout à fait confortable de payer les dividendes tels qu'il était prévu. Ouais. Et voilà, on les a baissés de 30%. Bon, il faut savoir qu'on les a déjà baissés à peu près de 30% il y a 5 ans et on les a jamais remontés. Bon, je pense que c'est une mesure de bon sens sociétal. Et les feedbacks que j'ai eus des différents roadshows avec les investisseurs ont tous été positifs sur cette approche. D'autant qu'il y a une clause de revoyure en septembre pour peut-être revenir sur le… Voilà, donc tout n'est pas fermé. Mais une question pour le commun des mortels qui entend, oui, le marché mondial des puces, des semi-conducteurs, ça fait 2 ans qu'il est en crise. Mais comment vous expliquez cette bonne résistance du groupe? On voit des ventes au premier trimestre en hausse de plus de 7%. Bon, vous me direz, le confinement a commencé sur la fin du trimestre. C'est quoi? C'est à la fois la bonne diversification géographique, sectorielle, c'est ça qui vous permet de faire mieux que le marché? Oui, vous avez shooté correct. Donc c'est, je pense, l'exposition client-marché qui est bien équilibrée puisque comme notre stratégie est basée sur
un leadership large sur l'automobile et l'industriel. Oui, mais l'automobile, je vous coupe, pardon, l'automobile, pardon, c'est pas très florissant là cette année. On entend 30% de production moins de voitures dans le monde. Oui, mais on peut pas jeter ce qu'on a adoré. On sait que l'automobile, avant Covid-19, subissait et subit et subira une transformation, je dirais une inflexion stratégique, qui est la transformation vers l'électrification et vers la digitalisation. Ça n'a pas changé. Alors oui, effectivement, on est impacté en T1 et en T2 par l'automobile classique, mais qui est complètement compensé par nos expositions sur des marchés plus grand public, type les smartphones et les accessoires. Où là, effectivement, même s'ils se Mais là vendra encore, les moins, smartphones, ils se vendent moins de smartphones. Encore une fois, la question derrière, c'est les secteurs qui tirent, encore une fois, et les secteurs qui freinent. L'automobile à court terme, ça freine. Les smartphones aussi. Qui achète des smartphones en phase de confinement? ben, vous savez que Apple a introduit son nouveau smartphone à prix modéré, ils sont déjà sold out. Il y a 3 Et milliards de gens qui sont en confinement, ils introduisent un téléphone, toutes les commandes sont passées, il n'y a plus de capacité. l'iPhone Donc 12 est les gens, repoussé. Vous avez vu que l'iPhone 12 était repoussé, hein. Le lancement oui, était mais repoussé. les gens achètent des smartphones pas que par les magasins de vote Apple. Les canaux de vente des smartphones, je dirais, sont divers. Et d'autre part, bon, on voit ça avec notre vision un peu française, mais moi je suis désolé, en Chine c'est reparti. Et c'est reparti selon un shape en vie. Ils vendent autant de voitures en Chine en avril que l'année dernière. C'est vraiment, Donc, c'est marrant parce qu'hier, j'avais le patron de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, que vous connaissez, qui me disait, mais ce qu'on voit en Chine est assez encourageant pour l'Europe dans les prochains mois. Ils ont réussi à rouvrir. C'est ce que vous voyez aussi, vous, au travers de votre industrie, des semi-conducteurs, des puces, et au-delà même? bah, nous, on le voit obligatoirement, puisque ce qu'on fait en dehors de la France et d'Italie, c'est 95% de notre chiffre d'affaires. On fait 60% de notre chiffre d'affaires est envoyé en Asie et à peu près entre 15 et 20% en Amérique et le reste en Europe. Donc effectivement, l'exposition d'Est est très forte à la région asiatique qui, elle, est en train de repartir selon un mode en V. Ce que l'on pense, c'est que l'Europe, elle, repartira sur un mode en U, voire un L. Ça dépendra de notre capacité à gérer l'après-confinement. Et les États-Unis, certainement, sur un mode en U. Donc, vu l'exposition de la compagnie et la diversité de ses marchés automobiles, industriels et grand public, type smartphone, voire infrastructure de communication 5G, plus l'exposition régionale, bah, tout ça, ça fait un cocktail qui fait qu'on a relativement mieux résisté que Il y a un certaines. redémarrage, pardon, je coupe, il y a un redémarrage en Oui, V, encore une fois, en Chine et en Asie, et c'est la majeure partie, vous l'avez dit, de votre activité. Donc, c'est ce qui vous rend oui, oui, confiant. oui, exactement. Donc, si je résume, moins de demandes pour les voitures, c'est ça, Oui. en ce moment, au-delà de la, peut-être de la Chine. Et quels sont les secteurs qui compensent? J'ai lu les consoles de jeux, la santé, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui compense? La seule chose qui compense vraiment, c'est les smartphones. Parce que le contenu des smartphones en semi-conducteurs n'arrête pas d'augmenter. Donc même si vous vendez moins 10% de smartphones ou moins 15% de smartphones, c'est-à-dire à peu près 1,3 milliard, 1,4 milliard, comme le contenu en semi-conducteurs augmente, c'est pour l'année 2020 ce qui va permettre à ST de bien résister et passer au travers de cette pandémie. Vos clients, justement, dans les smartphones, c'est Apple, typiquement? Alors c'est non, ils sont bon bien sûr le plus grand c'est Apple puisque d'ailleurs on le publie donc dans nos publications officielles, hein. L'année dernière c'était de l'ordre de 18% de nos ventes, mais c'est Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et Samsung. Ouais. Et c'est quoi le secteur des smartphones pour vous, au global, en termes de pourcentage de chiffre d'affaires? Bah c'est de l'ordre entre 25 et 30% et en ce moment c'est plus 30% que 25. Et sur ce segment-là, qui représente un peu moins d'un tiers, la croissance, parce qu'on parle de, vous avez parlé de décroissance sur le pire sera atteint au deuxième trimestre avec Au deuxième trimestre, oui. un repli entre, là pour le coup, entre 8 et 10%, ça dépend si on se réfère au premier trimestre ou au deuxième trimestre de 2019. Ce qui vous plombe, ça sera encore une fois l'industrie auto, et ce qui vous sauve encore une fois sur les smartphones? Bah, encore une fois, bon, j'utiliserai pas des mots aussi excessifs. Bon, ce qui freine notre trajectoire, c'est effectivement le secteur automobile traditionnel, parce que là, on est en train de payer la fermeture des usines, notamment en Europe.
Donc là, on a l'impact effectivement de plein fouet sur la fermeture de ces usines, qui est partiellement, je dirais, encaissée donc par ce qui va bien dans l'automobile, c'est-à-dire la voiture électrique. Hein, donc la vente de nos composants qui adressent la voiture électrique ou qui adressent les systèmes de pilotage automatique. Donc ça se passe très bien et ça encaisse en partie. Par exemple, on va faire moins 20-24% en T2 sur l'automobile. Bon, on part de moins 45% sur l'automobile en général. Donc vous voyez bien qu'on a un effet d'amortisseur par des composants qui se passent bien. Bon, et ensuite, l'autre secteur qui, je dirais, se passe bien en T2, c'est le secteur industriel asiatique, où là, nos microcontrôleurs, qui sont les composants essentiels de tout système de pilotage industriel, sont en train, je dirais, de super performer le marché. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a introduit une dizaine de nouveaux produits, parce qu'on a un portefeuille très large, parce qu'on a une supply chain qui a été très robuste, et c'est ça qui nous permet d'avoir un deuxième trimestre qui est certes très difficile, hein, 2 milliards, c'est quasiment 25% par rapport à ce qu'on espérait en début d'année, mais par contre la compagnie est résiliente, elle continue à être profitable, elle continue à générer du cash et elle continue à payer tous ses employés, elle ne fait pas appel à quelque aide que ce soit, et c'est ça qui nous permet de passer au travers. Vous parliez, Jean-Marc Chéry, de vos usines, c'est intéressant. Alors, vous en avez un petit peu en France et en Italie, le reste essentiellement en Asie, c'est ça. Comment ça s'est passé, encore une fois? Il y a eu des fermetures, il y a eu beaucoup de gouvernements considéraient que c'était une industrie stratégique, les semi-conducteurs. Voilà, toutes ces questions autour de la capacité, à quel niveau tournent vos usines, ce qui s'est passé à la fois en France, à Crolles ou ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, effectivement, on va parler de ce qui nous est proche, donc les usines en France et en Italie. Donc très rapidement, effectivement, d'abord ce qu'on a fait, c'est que tous les collaboratrices et collaborateurs qui ne sont pas purement attachés au domaine industriel, on les a mis au travail chez eux. Et donc on a tous les outils, je dirais, pour pouvoir le faire efficacement. Et donc on a mis 15 000 personnes au travail chez eux. Donc ensuite, ça a permis effectivement de décongestionner les sites. Et sur les sites industriels, on a négocié avec les syndicats représentatifs ou une partie des syndicats représentatifs des accords où on a abaissé les effectifs de 50%. Et pour respecter la distanciation sociale, c'est ça, hein? Oui, voilà, pour respecter les distances, ne pas avoir la cantine congestionnée. Et vous avez pris la température des salariés, les masques, tout ça? Bah, écoutez, pour nous, c'est tout à fait naturel parce que comme on travaille déjà en atmosphère confinée avec un niveau de pureté de l'air, je dirais, extrême, pas de poussière, pas bactéries parce que c'est tueur pour les produits et bien sûr, ça protège aussi les gens. On a simplement exporté ce type de pratique à l'extérieur de la salle blanche dès l'entrée du site. Oui, donc les protocoles, c'était prise de mesure de température. Si quelqu'un a la température, il est invité à rentrer chez lui. Ensuite, donc nettoyage des mains, mise d'un masque obligatoire immédiatement. Et à partir du moment que vous rentrez à la bord de la salle blanche, bah là, vous êtes complètement vêtu, masqué, sur bottes, gants, vous nettoyez les mains 3 fois. Et dans la salle blanche, vous êtes complètement protégé parce que on peut pas avoir aucune bactérie dans la salle blanche. Je vais vous donner une anecdote. Dans des bactéries, il y a du fer. Et le fer, c'est tueur pour nos composants. Donc, tout le filtrage qu'il peut y avoir dans les salles blanches a pour objectif de filtrer tout ce type de choses. Donc les gens étant complètement protégés, masqués, vêtus, des gants, plus sous laminaire flow, plus avec des filtres qui filtrent tout, les gens étaient plus protégés dans la salle blanche qu'à l'extérieur du monde. Donc, si vous voulez, pour... Et donc, vous n'avez jamais fermé vos usines? Si, à Shenzhen, non, jamais. À Shenzhen, en Chine, j'imagine que si. Non? Alors, on a fermé Shenzhen 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, on a eu une semaine de plus que ce qui était prévu, puisqu'on avait déjà prévu de fermer à cause du Nouvel An chinois. Ensuite, on a fermé l'usine de Muar en Malaisie 2 jours, et l'usine de Calamba aux Philippines 1 journée. Et on a eu un cas d'un opérateur affecté au Maroc, et donc on a sorti tout le monde, on a désinfecté l'usine complètement, et donc on l'a fermé 3 jours. Donc on a fermé au total donc 14 et 3 et 4, donc ça fait 21. Donc on a eu 21 jours de fermeture plein sur les usines d'assemblage et de test.
aucune fermeture dans nos usines de fabrication de puces, parce que c'est quasiment impossible à fermer, ou alors ça a des effets dramatiques. Pourquoi c'est impossible à fermer? Pourquoi c'est impossible à fermer? Bah pourquoi? Parce que si vous voulez, pour faire simple, Et on c'est peut une pas rallumer industrie. ça comme une console de jeu ou un Oui, interrupteur, ben non? voilà, c'est une industrie de process, c'est-à-dire avec qui fonctionne à haute température, avec des gaz spéciaux, donc une surveillance importante. Et si vous la fermez brutalement, en fait, bah, vous avez tout l'encours de fabrication acheté et vous avez la moitié des équipements détruits. Donc, par exemple, une usine de crawl, ça aurait coûté, si on l'a fermée en 24 heures, ça C'est aurait ce que la coûté, CGT voulait, hein, pour être précis. oui, oui, je sais, bah, ça aurait coûté 600 millions de dollars, plus plusieurs dizaines de milliards de pénalités de la part de nos clients. En effet. Dit comme ça calme. Il y a eu des ruptures ou pas d'approvisionnement? J'imagine que oui, dans vos chaînes d'approvisionnement. Comment vous les avez réglées? Et est-ce que cette crise sanitaire, on le dit, on l'entend souvent, c'est l'occasion pour vous de revoir, de diversifier encore plus vos sources d'approvisionnement, ou c'est pas un sujet? Non, on a eu aucune rupture parce que, si vous voulez, naturellement, vu les clients à qui on a affaire, sur des technologies vraiment différenciées, spécifiques, donc on est sur pas mal de produits seule source. Quand vous êtes seule source, vous avez pas mal d'obligations, donc en termes de risque, de management des risques, de duplication de vos propres sources. Donc depuis longtemps, effectivement, on a, pour supporter nos usines et notre activité industrielle, je dirais une supply chain qui est habituée à gérer plusieurs sources et habituée à gérer des crises, des logistiques alternatives, etc., etc. Donc on n'a été à aucun moment impacté, à aucun moment on a eu un problème de double sourcing. La seule chose qui nous a poussé à changer une stratégie industrielle, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, où effectivement on a certaines lignes de fabrication qui sont en Chine, qui se trouvent pénalisées donc par des taxes douanières à leur arrivée aux États-Unis. Et là, effectivement, oui, on a dû mettre en place des sources alternatives Donc vous avez été, quelque part, vous êtes plus impacté, vous étiez plus impacté par la guerre commerciale que par le Covid? Bah, sur cet aspect, oui. Sur l'aspect supply chain, sur l'aspect source Ouais, voilà. d'approvisionnement. Voilà. Justement, puisqu'on parle du Covid, aujourd'hui vous la posez depuis longtemps la question, l'impact sur les comptes, vous avez calculé ou pas, ou difficile Oui, à oui, faire? on a calculé. Déjà en termes de revenus, ça sera donc entre un chiffre d'affaires qui sera au mieux, je dirais, stable, Ouais. et au pire à peu près à -7, -7,5%. Ensuite, sur la marge opérationnelle, qu'elle soit brute ou la marge opérationnelle nette, l'impact direct, ça sera, si on est sur le point haut de notre plan, c'est de l'ordre de 180 millions de dollars, donc direct, donc qui sont liés soit à l'impact direct du Covid pour à peu près 80 millions de dollars, soit les charges qui ont baissé, donc là c'est l'impact indirect vis-à-vis d'économie. Si on est sur le point bas de notre scénario, l'impact passerait à peu près à 280 millions de dollars, donc 280 millions de dollars de marge directe, donc 80 liés au Covid directement parce que les personnels n'étaient pas là, ou on les faisait fonctionner à effectif réduit, et 200 millions de dollars liés à l'impact de charge lié au marché global. Donc oui, on a mesuré exactement l'impact de cette pandémie. Et donc dans la foulée, vous avez aussi réduit votre plan d'investissement de 1,5 milliard de dollars à une fourchette comprise entre 1 et 1,2 milliard de dollars. Oui. Vous n'aviez pas le choix, ou c'est encore une fois c'est la gestion précautionneuse de bon père de famille? Et puis quel projet vous comptez abandonner, notamment, je pense à la France évidemment. Non, en fait, sur l'investissement, on a été brutal sur les investissements capacitifs pour l'automobile traditionnelle. Donc là, Ce qui est on logique. s'est même pas posé de questions, c'est boum. Donc ça a été moins 200 millions de dollars. Ensuite, on a eu effectivement sur les grands projets stratégiques, ceux qui sont en ce moment en Italie, donc eux ont été ralentis mécaniquement et naturellement puisque les chantiers ont été bloqués. Et en France, je dois dire qu'on n'a quasiment pas coupé l'investissement. Pourquoi? Parce que les usines françaises sont exposées au marché du smartphone, de la digitalisation de l'automobile, et exposées sur le marché des infrastructures 5G et sur le marché des microcontrôleurs industriels. Qui sont porteurs, donc il n'y a pas de raison de Voilà, réduire. exactement. Donc Pas de raison de freiner. l'investissement en France,
a quasiment pas été impacté. Je reviens sur cette. On parle souvent des lettres, encore une fois, sur le profil de la reprise. Vous disiez, c'est quand même intéressant, la Chine et l'Asie reprises en V, l'Europe et les États-Unis reprises en U. C'est terrible quand même, non? Bah, Terrible parce que c'est l'épidémie terrible. vient de là-bas, enfin est née là-bas, et au final, il redémarre plus vite que nous. Et nous, ça va repartir beaucoup plus timidement et progressivement. Bah, après, si vous voulez, encore une fois, c'est des questions structurelles sur lesquelles il faut peut-être un jour quand même se poser en disant mais pourquoi? Alors, on a peut-être effectivement des amortisseurs sociaux qui sont plus efficaces et il faut s'en louer. Par contre, on a des vitesses de réaction qui sont moindres. Bon, je pense qu'il faut tous qu'on se persuade que ce type de pandémie, vu la vitesse de communication qu'il peut y avoir, ça les gens voyagent énormément. Je veux dire, bon, moi je voyage 75% de mon temps. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que des hommes d'affaires qui voyagent. Il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de touristes, etc. Donc, comme les gens voyagent énormément, effectivement, la contamination de tous ces virus, elle est d'une célérité sans commune mesure avec ce qui se passait il y a 50 ans. Bon, donc il va falloir se préparer à ce genre de choses. Bon, donc la vitesse de réaction et la discipline, je dirais, de mise en place des mesures sont les deux facteurs critiques qui permettent derrière d'avoir des rebonds rapides. En plus, après, effectivement, avec la mobilisation des fonds financiers nécessaires et de l'alignement nécessaire. Bon, c'est des questions de structurelles qu'il va falloir se poser et en disant oui, comment se fait-il effectivement qu'un le pays X a cette capacité de containment de la pandémie plus rapide et de redémarrage plus rapide. Qu'est-ce qui est compatible avec nos systèmes aussi? Qu'est-ce qui est compatible avec notre opinion? Oui. Qu'est-ce qui est compatible Avec la liberté publique aussi. avec voilà, exactement. Je pense que c'est des considérations qu'il faut prendre, mais le prix à payer, c'est ça. Et bon, après, on peut l'accepter si vous voulez à un moment donné. De dire bah oui, on saura aussi bien gérer ce type de pandémie, mais ce qu'on est prêt à payer pour protéger effectivement l'image qu'on a de la liberté publique, bah, ça coûte X points de base de croissance et Y points de chômage, et ça, les États l'encaissent, et voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait, mais il y a quand même des vraies questions à se poser, quoi. Jean-Marc Chéry, donc il voyage 75% de son temps, bon, beaucoup moins évidemment en ce moment, j'imagine. Comment est-ce qu'on pilote? Je l'ai posé la question hier au patron de Saint-Gobain. Comment est-ce qu'on pilote un groupe comme ça quand on peut plus se déplacer, Bah, si vous voulez, bon déjà il y a le pilotage de la crise elle-même, donc il faut mettre la structure adéquate. Hein, donc on a mis en place une cellule de crise de façon immédiate et puis des cellules localisées dans chacune des usines et des grands points de vente. Après, pour ce qui me concerne, comme on voyage énormément, donc tout le staff de la compagnie voyage à peu près au même ratio que le mien. Donc pour aller voir nos clients, nos investisseurs et nos usines. Par contre, la communication entre nous et les réunions décisionnelles entre nous se fait toujours par vidéoconférence, par conférence call, etc. Donc on a tout à fait l'habitude de gérer de cette façon-là. Bon, si vous voulez, j'ai jamais autant passé de temps à mon headquarter que durant les mois derniers. Mais comme on a l'habitude de travailler avec ces outils, je dirais, de connectivité, donc déjà, c'est pas une difficulté. Bon, ensuite, vis-à-vis des clients, le mode de fonctionnement, et notamment nos grands comptes, c'est soit on organise des WebEx, soit des FaceTime, soit des conférences call. Donc, parce que garder la proximité avec ses clients, c'est excessivement critique. Et là, je sors de 4 jours de roadshow avec les grands investisseurs de la société. Donc j'ai fait Londres, Paris, hier Milan. Cet après-midi, je fais la côte est des États-Unis et la côte ouest demain. Et en fait, par WebEx ou par conférence call, ça se passe très bien. Donc, mais on voit bien que c'est pas quelque chose qui est soutenable sur toute une année. Pourquoi? Parce que il manque bien sûr la dimension émotionnelle. Ouais. Mais une des grandes leçons apprises, c'est de dire peut-être qu'effectivement la dimension émotionnelle, on la gardera absolument, mais de temps en temps, c'est pas la peine de se mettre sur la corde raide en termes de voyage, et effectivement gérer par vidéoconférence
par télétravail ou par conférence call. Donc de ce point de vue-là, il y aura peut-être un avant, un après. Exactement, exactement. On a freiné aucun programme de recherche et développement. Nos concepteurs qui étaient chez eux ont encore mieux utilisé les outils de conception et les licences de conception qu'ils ne l'utilisent quand ils sont au bureau. Ils ont fait un job extraordinaire. Et bon, donc il y aura une session qu'on appelle de leçons apprises liées à ce Covid-19 sur l'organisation du travail. Ça, c'est certain. Bon, un petit mot du cours de bourse, c'est intéressant parce que le titre, alors encore une fois, sur une semaine, depuis je l'ai dit dès le début, après la publication des comptes, hop, en ligne droite, plus 20%. Le titre, en gros, fait du surplace depuis le début de l'année, ce qui est déjà une prouesse quand le CAC 40 en perd en moyenne 25 et beaucoup de groupes en sont à du moins 40, du moins 50. C'est une marque de satisfaction de faire partie des 3 ou 4 qui réussissent à être quasiment dans le vert depuis le début de l'année. Bah, si vous voulez, le chiffre parle de lui-même, mais sincèrement, comme je suis exposé directement aux investisseurs, la marque de satisfaction, c'est quand on passe 1 heure ensemble, on parle 10 minutes des chiffres grâce à notre communication, et on parle 50 minutes de clients, de produits, de technologies. Et c'est ça la vraie satisfaction. C'est quand on est avec les investisseurs, on parle de la substance de la compagnie. Et effectivement, les chiffres, il faut savoir bien les communiquer. Donc oui, le cours de bourse salue le fait que la compagnie est résiliente, encore une fois, et qu'elle donne une visibilité. Elle a le courage de donner une visibilité, qui est un plan. Et je pense que les investisseurs apprécient parce que, encore une fois, c'est quand même la base de fonctionnement du système. Des investisseurs investissent en prenant leurs risques sur la base d'informations que la société leur donne, informations étant garanties par des normes XY. Si le système se grippe et qu'il n'y a plus d'informations, les investisseurs ne savent plus gérer leurs risques et tout le système se grippe. Donc je pense qu'il y a une bonne appréciation de notre communication et des résultats et de la relation qu'on a avec eux. Bon, voilà, c'est une satisfaction humaine plus qu'une satisfaction du cours de bourse. Bon. On se quitte là-dessus, juste une dernière question. Au-delà, encore une fois, on enjambe conjoncturellement cette pandémie, même si elle pourrait laisser des traces. Votre stratégie de long terme, vos objectifs de long terme, vous visiez 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021-2022. Est-ce que ces objectifs sont toujours d'actualité? Ils seront plus difficiles à atteindre? Ou vous mettrez les bouchées doubles pour y arriver? Si vous voulez, les 12 milliards de chiffre d'affaires et puis la marge opérationnelle brute qui est associée, bien sûr que ces objectifs sont sur la table. Comme je vous l'ai dit, pour faire face à cette pandémie, il faut avoir le cerveau qui marche à 2 temps, c'est-à-dire protéger les gens tout de suite, protéger les clients sur leurs demandes immédiates, mais protéger les objectifs long terme aussi. Et pour protéger les objectifs long terme aussi, c'était l'innovation et la recherche et développement. C'est pour ça qu'on s'est battu comme des chiens pour maintenir nos usines en France et en Italie ouvertes, parce que c'est elles qui font le développement industriel technologique et la conception des produits. Et aucun de vos concurrents n'a fermé d'ailleurs dans l'industrie. Si vous voulez, avec ceux qui sont à Taïwan, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine, comme ils ont tous déclaré industrie stratégique et essentielle immédiatement. Bon, ce qu'a fait la France et l'Italie, encore une fois. Ouais. Bruno Le Maire a très très vite déclaré cette industrie essentielle, et donc je le remercie d'ailleurs. Mais bon, après, c'est contre un certain système qu'il a fallu se battre. Et après, encore une fois, je comprends toutes les positions, mais à un moment donné, je pense que quand on démontre un intérêt global qui dit bon, voilà, je pense à la santé du personnel, je pense au futur du personnel, je suis solidaire, je suis flexible et je vais contribuer effectivement à ce que les 2 pays dans lesquels j'opère en Europe continuent à développer une activité économique qui, je rappelle, fait vivre en France 10 000 personnes, en Italie de même, et associé, il y a au moins 5 emplois, donc on fait vivre dans les 2 pays 100 000 personnes. Je pense que ça mérite, à un moment donné, qu'on ait une vision globale, partagée et sociétale. Trouver le bon équilibre, ne pas opposer santé et économie, mais trouver le bon équilibre entre les deux, ce qui n'est pas facile, évidemment. Non, c'est pas facile, mais je pense qu'avec de la bonne volonté, on y arrive.
la bonne volonté. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Chéry, donc, invité de la grande interview sur Boursorama, président du directeur de ST Microelectronics et directeur général également. Prochaine fois, on vous voit en plateau, hein. Oui, sans faute. Allez, Allez, au revoir. merci à vous. Au revoir.